Aujourd'hui, on a des Afro-Américains, quand on leur montre une jeune femme, par exemple, dans un village, je ne sais pas moi, au Kenya, qui, peut être donnée en mariage pour quelques vaches. Qu'est-ce que vous pensez qu'un Afro-Américain qui, lui, est frustré là-bas, aux États-Unis, parce que pour la moindre sortie, avec une jeune femme, il doit dépenser pas moins de 300 $ déjà dans la wig. Il doit, payer des restaurants à je ne sais pas combien, et cetera. Au fur et à mesure, même pour avoir des relations intimes, tout est devenu payant, tout est devenu trop cher. Ces gens-là, quand ils voient, si je peux me permettre de dire, nos jeunes femmes ou nos femmes qui sont exposées comme ça, dans des vitrines comme si elles pouvaient être données aux plus offrants. Qu'est-ce que vous imaginez que des gens qui ont subi toutes ces frustrations, qui subissent ces frustrations continuellement, de jour en jour, peuvent se dire? Un SDF en Californie, qui vit dans sa voiture ou dans une caravane, a certains, beaucoup même, ont plus de pouvoir d'achat que des Parisiens qui vivent dans le 16e arrondissement de Paris. Et qu'est-ce que vous imaginez que ces gens-là, avec toutes ces frustrations, qu'on est en train de leur montrer une Afrique vierge, une Afrique neuve, là où vous pouvez venir, où c'est libre, il y a votre streamer qui peut se faire masser par 15 femmes en même temps, etc. Et vous, quand vous arrivez, le seul ticket d'entrée que vous pouvez avoir, c'est que vous êtes afro-américain et vous avez le papier. Actuellement, il y avait le streamer afro-américain iShowSpeed qui a fait le tour d'Afrique. Donc, ses streams sont... je pense qu'il a battu le record de tous ses streams, de tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui. Et donc, il y a une certaine euphorie qui était derrière. Donc, même moi-même, au début, je pense que quand j'ai regardé certaines vidéos, j'étais un peu dans l'émotion. Et d'où est venue cette émotion? C'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait des Afro-Américains, il y avait des vidéos où il y avait des Afro-Américains qui pleuraient, se disaient que voilà, on nous a montré, on nous a menti sur l'Afrique. À la limite, nous, on pensait que les Noirs d'Afrique, c'était un peu des gens qui montaient encore sur des arbres faire de la cueillette. J'extrapole un petit peu, mais où il n'y a pas de route, il n'y a pas de bâtiment, les gens vivent peut-être dans des arbres ou dans des huttes, dans des cases ou je ne sais quoi. Et là, on voit iShowSpeed qui nous montre qu'il y a des gens qui savent parler anglais, il y a des routes, il y a des bâtiments, l'Afrique est aussi occidentalisée, donc voilà, on est en pleurs, c'est vraiment, on nous a menti, et limite, grâce à ça, on doit retourner à nos racines, etc. Donc moi, en fait, j'étais au début dans cette euphorie-là, jusqu'à ce qu'on me fasse remarquer que non, en fait, il y a un hic. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de te partager mon analyse, et c'est une analyse qui va sortir du côté émotionnel, qui va sortir du côté de l'euphorie, et on va rentrer vraiment dans une analyse qui sera froide, dans une analyse qui sera assez, qui sera, on va dire, honnête. Ce que j'ai pu remarquer, moi, dans un premier abord, quand je regarde les streams d'iShowSpeed, c'est que je vois une Afrique, donc dans les hooks, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, dans les accroches, je vois une Afrique où il y a des belles jeunes femmes. Des belles jeunes femmes aussi qui sont assez naïves. On voit des chefs de village qui sont prêts à donner leur fille en mariage pour quelques moutons à iShowSpeed, donc un Afro-Américain qui vient clairement de nulle part, et sous prétexte que quoi, qu'il a une certaine notoriété et qu'il est afro-américain. On va remarquer des femmes noires qui vont, par exemple, une jeune fille de Cotonou qui va reprocher certaines manières à des petits copains. Elle va dire non, moi je sors pas avec certaines personnes parce qu'il a pas de certain charisme, etc. Mais un noir américain qui débarque et qui a des manières, on va dire, qui sont assez, qui sont à l'encontre justement des manières que les jeunes femmes de Cotonou, d'Abidjan, etc. vont demander. Mais bizarrement, à ce noir américain-là, on va lui ouvrir les bras. Pourquoi? Parce qu'il a une certaine notoriété, il est afro-américain. Et donc, ça, c'est de premier abord. L'image qu'on va renvoyer de l'Afrique, de ce que je vois, c'est une Afrique qui est joyeuse, une Afrique qui a les portes et les bras ouverts à tout le monde, qui veut absolument montrer qu'on existe. Oh, on existe, on est là. Regardez, on a une culture, on mange du riz, on sait danser, on sait chanter, on est joyeux, on a des infrastructures, on a des bâtiments. Et moi, jusque-là, ça me pose pas vraiment problème. Pour que vous puissiez comprendre, avant de poser, on va dire, la problématique, on va remonter dans l'histoire. Dans les années 1800,
Dans les années 1800, il y a un soi-disant mouvement de libération des esclaves, des anciens esclaves afro-américains, donc qui est dirigé par des colons, qui décident tout bonnement de renvoyer quelques afro-américains donc en Afrique, et pour qu'ils puissent en soi retrouver leurs racines, etc. Et en gros, on les envoie dans un endroit en Afrique, et là où il y avait déjà un peuple, il y avait déjà des peuples, il y avait déjà des populations avec leur culture, leurs croyances, leur religion, etc. Et on va créer un nouvel État, et cet État-là, ça va s'appeler le Libéria. Donc, on fait revenir les Afro-Américains, donc une certaine quantité d'Afro-Américains, on les fait revenir là-bas, encore une fois, soi-disant sous prétexte que c'est pour qu'ils puissent retrouver leurs racines, mais derrière, il y avait des plans. Derrière, il y avait des plans, la mainmise toujours des mêmes personnes, donc des États-Unis, qui avaient donc pour objectif d'avoir une certaine emprise sur cette région-là, déjà, pour avoir un certain pied-à-terre, encore une fois, on le sait, avec les États-Unis, ce qu'ils aiment faire, avoir leur base militaire un peu partout, avoir des yeux et des oreilles partout, avoir, entre guillemets, des pions un petit peu partout. Donc voilà un petit peu de base pourquoi on renvoie les Afro-Américains. Et les Américains le savent très bien. Parce qu'en arrivant là-bas, ce qui se passe, c'est que les Afro-Américains qui, soi-disant, eux, ont connu l'esclavage, qui ont connu les pires choses qu'on peut imaginer, quand ils arrivent au Libéria, eux, ils le fondent, donc ça veut dire, quand ils arrivent pardon, en Afrique, ils fondent le Libéria, et donc, donc ce qui se passe, c'est qu'avec les autochtones, donc ils sont amenés à vivre avec les autochtones. Et il y a ce qu'on appelle une oligarchie, donc un petit groupe, parce qu'ils sont en minorité, ces Afro-Américains-là. Ils arrivent en minorité et ils commencent à prendre donc, le pouvoir, à commencer à gérer le pouvoir. Et donc, ils vont aussi donc, s'accaparer des terres, ils vont commencer à gérer contrôler tout ce qui est financier, ils vont commencer à contrôler les entreprises, etc. Et ce qui se passe, c'est que là, les locaux, ils se sentent plus chez eux. Ils vont même aller jusqu'à imposer la religion, encore une fois, donc ce qu'ils ont subi, l'esclavage, parce que le christianisme a été imposé aux Afro-Américains via l'esclavage, donc c'est ce que eux aussi vont faire, vouloir supprimer les religions des gens qui sont là-bas en Afrique, pour pouvoir imposer le christianisme, imposer la façon de s'habiller du colon, imposer la façon de gérer l'État, de gérer les communautés en fonction de leurs anciens maîtres, de leurs anciens bourreaux. Et là, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, ce qui va se passer, c'est que ça va créer des gros conflits. Et si allez faire des recherches sur le Libéria, ça va créer des gros conflits. Donc pendant une centaine d'années, c'est eux qui gèrent à peu près tout. Il y a des grosses crises. Après ça, il y a des mouvements de libération. Ça crée des crises, des guerres civiles, etc. Donc l'histoire du Libéria, c'est une histoire qui est assez tragique, on va dire. Donc je vous invite vraiment à faire des recherches là-dessus. Mais je ne voulais pas m'attarder là-dessus. L'objectif, c'était juste de repartir dans l'histoire pour maintenant revenir et voir ce qui se passe actuellement. iShowSpeed, quand il vient, en tant qu'Afro-Américain, il vient faire redécouvrir en soi, encore une fois, faire découvrir aux Afro-Américains une terre qui, en soi, qui leur est étrangère. D'accord? Parce que l'Afrique est étrangère aux Afro-Américains. Ils sont descendants des Noirs qui venaient d'Afrique, mais entre-temps, ils ont eu une sous-culture, ils ont eu une nouvelle histoire. Quand on voit la culture américaine, la culture des Afro-Américains, c'est très loin des racines africaines. Oui, il y a des restes, mais il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Et surtout, fondamentalement, le côté même religieux, donc on va dire le côté culturel. Revenons maintenant au début, donc dans ce que je disais sur la façon dont l'Afrique est représentée et montrée par les streams d'iShowSpeed, et encore une fois, pas dans le but de faire du mal ou autre, là où je reviens sur le cas, par exemple, des femmes. Et si je reviens sur ce cas-là, pour moi, c'est très important. Parce que on oublie une chose, c'est que faut pas que le féminisme puisse embrouiller nos hommes, d'accord? Faut pas que le féminisme 2.0 où les femmes, elles sont les femmes, je parle vraiment des femmes noires, des femmes africaines, sont obligées de se débrouiller des fois toutes seules et sont obligées de se battre toutes seules,
que les Noirs, que les frères, que les hommes noirs doivent se déresponsabiliser. Le rôle de l'homme noir, c'est de protéger la femme noire. Le rôle de l'homme noir, c'est de faire en sorte que la femme noire soit dans des bonnes conditions pour qu'elle puisse prendre soin de la progéniture, pour qu'elle puisse prendre soin des peuples, pour qu'elle puisse prendre soin de l'héritage. Et si l'homme noir se déresponsabilise de ce travail-là, ça va poser un gros problème. Aujourd'hui, on a des Afro-Américains, quand on leur montre une jeune femme, par exemple, dans un village, je ne sais pas moi, au Kenya, qui peut être donnée en mariage pour quelques vaches. Qu'est-ce que vous pensez qu'un Afro-Américain qui, lui, est frustré là-bas, aux États-Unis, parce que pour la moindre sortie avec une jeune femme, il doit dépenser pas moins de 300 $ déjà dans la wig, il doit payer des restaurants à je ne sais pas combien, etc. Au fur et à mesure, même pour avoir des relations intimes, tout est devenu payant, tout est devenu trop cher. Ces gens-là, quand ils voient, si je peux me permettre de dire, nos jeunes femmes ou nos femmes qui sont exposées comme ça, dans des vitrines comme si elles pouvaient être données aux plus offrants. Qu'est-ce que vous imaginez que des gens qui ont subi toutes ces frustrations, qui subissent ces frustrations continuellement, de jour en jour, peuvent se dire? Non pas simplement la frustration simplement des femmes de leur communauté, des femmes en général, ou même la frustration à l'époque avec l'esclavage, même dans la société, etc. Qu'est-ce que vous pensez que quand ces gens-là voient ce type de vidéo, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? Il faut se dire la vérité. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont essayer de fuir leurs responsabilités, mais il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup de mal avec le tourisme, entre guillemets, sexuel. Quand il y a des gens qui viennent, je sais pas moi, aux Zanzibar, ou à Sali, sur la petite côte au Sénégal, avec à peine des pensions de retraite, des vieux papas occidentaux qui viennent, leucodermes qui viennent là-bas avec des pensions de retraite à 800 €, qui gaspillent nos jeunes femmes parce qu'ils ont un peu de pouvoir d'achat, ou même les jeunes de la communauté qui viennent avec le RSA ou un peu de chômage, faire tourner les têtes aux jeunes femmes en Afrique. Qu'est-ce que vous imaginez qu'une personne qui vient avec un crédit de 140 000 €, parce qu'aux États-Unis, ils ont du pouvoir d'achat. Ils ont du pouvoir d'achat. Un SDF à Los Angeles a beaucoup plus de pouvoir d'achat qu'un Parisien qui vit, que certains Parisiens qui vivent dans le 16e. Ok, un SDF en Californie qui vit dans sa voiture ou dans une caravane a certains, beaucoup même, ont plus de pouvoir d'achat que des Parisiens qui vivent dans le 16e arrondissement de Paris. Et qu'est-ce que vous imaginez que ces gens-là, avec toutes ces frustrations, qu'on est en train de leur montrer une Afrique vierge, une Afrique neuve, là où vous pouvez venir, où c'est libre, il y a votre streamer qui peut se faire masser par 15 femmes en même temps, etc. Et vous, quand vous arrivez, le seul ticket d'entrée que vous pouvez avoir, c'est que vous êtes afro-américain et vous avez le papier. On a aussi sur le côté entrepreneurial. Et là, ça va aller beaucoup plus loin parce que, encore une fois, on a des entrepreneurs en Afrique qui ne sont pas assez mis en avant, moi, je trouve, déjà par l'Afrique noire, qui ne sont pas déjà assez mis en avant, mais on va toujours faire en sorte de faciliter les entrepreneurs extérieurs. Donc, imaginez, demain, comme dans l'exemple du Libéria, les Afro-Noirs américains qui viennent, à qui on donne sans même calculer, sans même prendre, on va dire, je vais même aller plus loin, on vérifie même pas son casier judiciaire, on va lui donner la nationalité dans tous les pays noirs africains, juste parce qu'il a une goutte de sang, d'ADN qui vient du Togo, du Ghana, etc. Imaginez ces gens-là qui demain auront les mêmes droits que les locaux, avec leur argent, pourront faire du lobby sur les politiques pour pouvoir faire voter des lois qui ne sont même pas, qui vont même pas favoriser ou qui vont même défavoriser les locaux. Qu'est-ce que ça produit? Les grandes villes, déjà, aujourd'hui, elles sont inabordables pour les locaux. Il faut dire la vérité. Parce que quand on parle du Back to Africa,
Back to Africa. Ce Back to Africa-là, il faut dire que ça bénéficie la plupart du temps que aux gens qui sont déjà installés. Pour les Noirs d'Afrique, ça bénéficie que aux gens qui sont déjà installés, qui ont des commerces un petit peu, où ils peuvent traiter avec certaines personnes qui leur donnent de la visibilité, etc. Mais en général, ça bénéficie uniquement aux gens qui retournent. Parce que les gens qui retournent en Afrique pour avoir un meilleur niveau de vie. Retournent en Afrique parce qu'ils se disent, enfin, qui partent en Afrique, des fois. Parce que des fois, ils sont nés en Europe, ils sont nés aux États-Unis, et ils partent en Afrique pour avoir le niveau de vie qu'ils n'auraient même pas. Ici, clairement, ils nettoyaient, ils étaient dans le nettoyage, ou d'autres personnes, ils travaillaient peut-être dans des bureaux, mais pas vraiment à des bons postes, où ils n'étaient pas rémunérés à leur valeur, et quand ils arrivent en Afrique, ils sont boss, ils sont PDG, ils sont des directeurs, etc. Et souvent, ils vont dans le but de nourrir leur ego. Et donc, ça veut dire que les locaux, ça les intéresse pas. Si on a déjà du mal avec les politiques qui sont corrompus en Afrique, des fois, le cerveau, on voit bien qu'ils arrivent à rouler les Noirs d'Afrique dans la farine, avec avec un cerveau, enfin, avec des réflexions assez limitées. Donc, je me demande comment ils arrivent même à mentir les gens avec le peu de, comment dire, le peu de jugeote qu'ils ont. Alors demain, comment on va faire quand on aura des gens qui sortent d'Harvard, qui sortent de Yale, qui vont maintenant euh, pouvoir faire de la pression sur les gouvernements? Parce qu'ils auront de l'argent, ils vont entreprendre. Ils vont entreprendre, les gouvernements les gouvernements ne créent pas de la richesse d'eux-mêmes. C'est les entreprises qui créent de la richesse, qui créent de la valeur. Donc ça veut dire que ces entreprises-là, elles influencent les gouvernements. C'est le cas on voit très bien ici en France, où les grosses fortunes, on peut rien dire sur eux, les grosses fortunes sont toujours avantagées, etc. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de voir. C'est exactement, moi, ce que je suis en train de voir, là, pour le futur. Comme je disais, pour comprendre déjà, pour faciliter leur installation, et pour voir déjà là où ça va aller, il faut mettre en lumière les personnes qui vont les faciliter. Les personnes qui vont les faciliter, ce sont les Noirs de France. Moi, je vais viser les Noirs de France, entrepreneurs, qui parlent de Back to Africa, du retour en Afrique, etc. Parce que les gens qui vont faciliter ce retour aux Afro-Américains et qui vont précipiter nos pays en soi dans un Libéria 2.0, si je peux me permettre, ce sont les Noirs de France. Pourquoi? Parce que les premiers adorateurs des Afro-Américains sont les femmes noires de France. Les premiers adorateurs des Afro-Américains sont les femmes noires de France. Et les femmes noires de France vouent un culte aux Afro-Américains, donc que ce soit même des Afro-Américains, que ce soit des femmes, donc les Oprah Winfrey, les Chris Brown, que sais-je. C'est un système qu'on a installé en fait dans leur cerveau depuis l'enfance. Tu as juste à le voir au niveau du complexe qu'elles ont au niveau de la langue. Tu vas voir certaines femmes noires africaines, quand elles parlent leur langue natale, il faut à tout prix qu'elles rentrent un peu d'accent un peu anglais ou soit accent un peu français, etc. Qu'elles le fassent beaucoup entendre pour qu'on voit que c'est pas, elle n'est pas native du continent, elle n'est pas ressortissante du Zimbabwe, du Togo ou du Congo, mais que elle a grandi à Londres ou elle a grandi à Paris. Mais par contre, quand une jeune femme de France va parler anglais, les amis, t'as l'impression que la fille, elle est née à Brooklyn. Oh yeah, oh my god, oh là. T'as l'impression que la fille, elle est née à Brooklyn. Bizarrement, le même accent qu'elle fait en sorte de ne pas faire ressortir, enfin, qu'elle fait en sorte de faire ressortir quand elle parle sa langue natale, tous ces accents-là sont supprimés quand elle parle anglais. Bah, il faut voir. Et en plus, le pire, c'est que je comprends même pas comment ils arrivent à le faire, parce que quand tu vas aux États-Unis, en Amérique, ils ont des accents, même quand ils parlent entre eux, ils ont des accents en fonction de là où ils sont. Par exemple, tu vas avoir une personne qui est, je sais pas, à New York, une personne qui est en Californie, etc. Leur accent, il sera différent. Et tu vas voir que eux, ils arrivent même à copier ces accents-là. Donc, franchement, ils sont très forts. Donc, rien que pour vous dire, donc on ferme la parenthèse. Ces gens-là qui reviennent, donc ces afros là, français qui reviennent en Afrique pour investir, eux aussi sont les premiers. Attention, je les oublie pas. Eux arrivent sur la terre-mère, donc, et ils veulent se faire voir aussi bien par les Américains, parce qu'ils sont influencés de la manière de faire le business par les Américains, par la langue, par la culture américaine. Et en soi, leur maître, en fait, si je veux dire,
leur mettre à penser, et les personnes de qui ils veulent bien se faire voir, c'est, oui, les Afro-Américains et les Américains locaux surtout, bien sûr. Et donc, c'est eux qui facilitent, on va le voir même dans les entreprises, quand ils vont aller, c'est eux qu'on va mettre en avant, c'est eux qu'on va montrer, ah, ils sont là, etc. C'est eux qui vont faire le retour en Afrique. Sauf que ça, moi, ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que le problème qui va se poser ici, c'est le problème, je le dis très souvent, c'est le problème du patrimoine. Les amis, si vous venez sur cette chaîne, il y a une chose dont je parlerai tout le temps, c'est le patrimoine. Pourquoi ces gens-là, quand ils arrivent sur la terre-mère, la problématique, quand ils arrivent quand ils vont arriver en Afrique, que ce soit les Afro-descendants de l'Amérique ou les jeunes Français, noirs, même européens, la plupart du temps, ces gens auront une attache pour l'Afrique, pour pas dire qu'ils n'auront pas d'attache, mais l'Afrique sera plus une sorte d'euphorie pour eux. Ce ne sera pas du réel. Donc, vous voyez les vidéos d'Aisha Speed, les émotions qu'elle crée chez les gens. C'est avec ces émotions que les gens vont rentrer en Afrique. C'est avec une sorte de fantasme. Et ce fantasme-là a déjà commencé avec le pseudo le fameux Back to Africa que les gens prônent, etc. C'est une bonne chose en soi, c'est une bonne chose. Mais pour moi, c'est pas les bonnes raisons. Et j'en ai été victime aussi en voulant rentrer en Afrique, entre guillemets, en tant que sauveur de l'Afrique. Et vous voyez dans une de mes anciennes vidéos, si vous pouvez regarder dans mon voyage au Sénégal. Heureusement que ce voyage-là, en fait, n'a pas été une réussite du côté financier, on va dire, parce que j'aurais pu me développer financièrement, etc. Mais je n'aurais pas eu la tâche qu'on a comme celui qu'on a vis-à-vis d'un patrimoine. Donc, les gens viennent en Afrique, les autres personnes, à part les Noirs africains, pour s'approprier des richesses, pour s'accaparer des terres, pour s'enrichir, etc. Mais si maintenant, nous, en tant que Noirs, nous rentrons aussi en Afrique dans cet même état d'esprit, il reste quoi au final? Il restera quoi au final de l'Afrique? On vient juste prendre. Qu'est-ce qu'on vient donner? Qu'est-ce qu'on vient donner? Aujourd'hui, beaucoup de gens se sentent supérieurs aux locaux. Beaucoup de gens se disent que nous, on connaît plus que les locaux. Oh, les Africains sont ceci, les Noirs sont cela, machin. Mais dans tous les pays, il y a des bonnes choses. Chez tous les peuples, quand tu vas, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Donc pourquoi toujours venir avec cette condescendance envers les Noirs, envers le peuple africain? Et c'est là que je rentre dans le cœur du problème. Il n'y a pas la tâche émotionnelle via l'histoire. Il n'y a pas la tâche émotionnelle via on va dire, je vais même parler d'initiation pour aller plus loin. Parce que l'initiation, pour moi, je l'ai dit aussi dans une vidéo, c'est pas aller faire des rituels, etc. Mais c'est cette compréhension de comment ça fonctionne. Je veux comprendre comment ça fonctionne, comment l'Afrique, comment le peuple noir fonctionne, comment ça a fonctionné avant, quel est l'imaginaire laissé par les anciens et quel était leur rêve, leur vision pour le futur. M'accaparer, m'approprier cette vision-là, améliorer, changer les choses qui peut-être ne sont pas comme il faut, mais apporter ma pierre à l'édifice pour emmener vers le développement. Pas le développement vu de l'extérieur, mais le développement vu par le paradigme noir africain. Donc, ce que je recommande, dans mes recommandations, ce que je recommande ici, c'est, pour les gens qui retournent, il faut délimiter clairement les droits. Donc, de faire en sorte de protéger les droits des locaux. Vraiment, c'est une prière, c'est une demande, c'est une recommandation de prioriser les droits des locaux. De faire en sorte que les locaux n'aient pas moindre droit parce qu'ils n'ont pas tel ou tel business. Il faudrait faire, je pense qu'il y a des politiques qui sont mises en place, par exemple à Dubaï ou même en Chine. Quand les gens viennent, tu ne peux pas t'accaparer des terres ou t'accaparer, même créer des entreprises et tout, sans passer par des locaux. Et ça, c'est des politiques en Afrique qui devraient être poussées pour favoriser justement ce vivre ensemble et pas que les gens qui reviennent, qui retournent en Afrique, soient au-dessus de ceux qui étaient là avant. Le cœur de mon message, ce que je voudrais dire, il faut protéger les femmes noires
d'Afrique. Il faut protéger les femmes noires d'Afrique. Il faut faire en sorte que les femmes noires d'Afrique aient accès à une suréducation. Il faut faire en sorte que les femmes noires d'Afrique aient accès à des hauts revenus. Il faut faire en sorte que les femmes noires d'Afrique aient accès, par exemple, plus facilement même, on va dire, à voyager. Avoir du pouvoir d'achat qui va faire que quand elle va, par exemple, en Chine ou quand elle va, par exemple, aux USA, qu'elle ne soit pas impressionnée par cette richesse-là. Pourquoi? Parce que pour détruire un peuple, il faut détruire sa femme. Il faut détruire les femmes de ce peuple-là. On passe par les femmes pour détruire des peuples, on passe par les femmes pour détruire des communautés. Il faut faire en sorte que, même nous, pour nous, les hommes noirs, ce soit difficile d'aborder une femme noire, une femme africaine, juste parce que on est un peu clinquant, parce qu'on a un peu d'argent, etc. De faire en sorte que cet argent, ou cette même éducation, cette beauté ne t'impressionne, ne l'impressionne pas. Pour justement protéger nos femmes. Et ça, c'est le rôle des gouvernements. Ça, c'est le rôle aussi de l'éducation. Voilà pourquoi on parle aussi, il faut intégrer l'éducation financière dans la base d'éducation des jeunes femmes. Donc, la première chose et la chose primordiale que je recommande, si je parle, j'aurais énormément de choses à dire, c'est de protéger, de faire en sorte que la femme noire, la femme africaine, soit impénétrable au niveau de l'idéologie. Il faut faire en sorte que la femme noire d'Afrique soit inimpressionnable, si je peux dire. Je ne sais pas si j'invente le mot ou quoi, mais qu'on n'ait pas les moyens, clairement, d'impressionner une femme noire d'Afrique. Et que si une femme noire d'Afrique te choisit, c'est parce qu'elle a vu que tu as certaines valeurs qui vont avec elle, son éducation, sa culture, mais que tu ne viennes pas l'impressionner parce que tu as de l'argent, parce que tu es beau, parce que tu es ceci, parce que tu viens d'Amérique, parce que tu viens de France, etc. Et moi, ça, c'est ma recommandation. Même pour moi, ou peu importe la personne, quand on vient en Afrique, il faut qu'on se dise que, oh, hey, tu vas une femme noire, elle te regarde en mode mon gars. Tu peux pas m'impressionner. Et tant qu'on n'arrivera pas à là, Libéria 2.0. Libéria 2.0. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que le problème, c'est pas vraiment le retour en Afrique des Afro-Américains ou des Noirs d'Europe. C'est vraiment le retour sans règles, le retour sans attache, donc dans le sens du patrimoine, le retour sans mémoire et le retour juste dans le but de prendre. C'est pour ça que, à mon avis, il faudrait organiser ces retours et faire même des politiques de réciprocité, dans le sens où on dit toujours que quand un Noir veut partir en Occident, c'est de l'immigration, et quand quelqu'un de l'Occident veut venir en Afrique, c'est de l'expatriation. Donc on va dire que quand on veut immigrer aux États-Unis, on te demande d'avoir un bon diplôme, d'avoir pas de casier judiciaire, tu as un bon dossier, etc. Ben c'est la même chose qu'il faut faire. Il faudrait prendre les meilleurs pour entrer en Afrique, vérifier qu'est-ce que tu as déjà construit là où tu étais, et qu'est-ce que tu peux apporter à l'Afrique, qu'est-ce que tu peux construire. Et pas simplement aussi basé sur le fait qu'il a de l'argent, il a de la notoriété, etc. Il faut sortir du sentiment. C'est vrai qu'on a besoin des stars qui vont donner de la visibilité, etc. Mais il faut sortir du sentiment. Il faut sortir des émotions, de dire que comme c'est Megan Good, comme c'est Akon, etc., on va leur donner les pleins pouvoirs pour qu'ils puissent nous apporter de la visibilité tant qu'ils ont de l'argent. Non. Si on continue comme ça, on est vraiment emmené, encore une fois, à reproduire le Libéria 2. Et moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que toi t'en penses, déjà? Est-ce que tu penses que le retour en Afrique pour les Afro-Américains, après ce que tu as entendu, c'est une bonne chose? Qu'est-ce que tu penses déjà du retour? Et je t'invite aussi à t'abonner, parce qu'on commence à avoir plusieurs personnes qui regardent les vidéos. Je vous en remercie. Je vous invite à liker, surtout liker, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.